Été 1943, camp Crossville, Tennessee. Le liquide brun qui pétillait dans la bouteille hypnotisait le soldat allemand qui n'avait jamais rien vu de tel. Après 2 années de combat en Afrique du Nord, nourri exclusivement de biscuits durs et du café Ersatz Ursat, cette boisson sucrée et gazeuse appelée Coca-Cola incarnait l'impossible devenu réel. Elle coûtait 500 aux cantines du camp, le même prix que, lui dirent les gardes, payaient les enfants américains avec leur argent de poche. À travers les camps de prisonniers américains, cet été-là, 360 et 11 683 Allemands allaient affronter une réalité qui contredisait tout ce que la propagande nazie leur avait enseigné sur la faiblesse américaine. Ils découvrirent une nation où la glace est un dessert quotidien, où les sodas sont des boissons banales, où les barres de chocolat sont si courantes que les gardes les distribuent. Ces simples friandises, que la plupart des enfants allemands n'avaient jamais goûtées, démoliraient méthodiquement l'idéologie nazie plus sûrement que n'importe quel programme de propagande. Les mathématiques de l'abondance s'écrivaient en sucre et en gaz carbonique, en chocolat et en crème glacée, révélant une capacité industrielle américaine qui faisait passer la privation allemande non pour un sacrifice noble, mais pour une souffrance inutile. Ce qui commençait comme un étonnement devant les confiseries américaines deviendrait une transformation psychologique complète. La fin du désert. La reddition du corps Africa Corps en Tunisie en mai 1943 fit prisonnier environ 250 000 soldats allemands et italiens. Ces vétérans du désert, qui avaient repoussé les Britanniques jusqu'en Égypte sous la conduite de RML, s'attendaient à un traitement cruel. La propagande nazie les avait préparés à la brutalité et à la famine américaine. Au lieu de cela, quelques heures après la capitulation, ils reçurent des rations américaines. Ces rations de campagne, que les GI dédaignaient, renfermaient des trésors, crackers, fromage fondu, bonbons, barres de fruits, café soluble, pastilles de sucre, cigarettes. Des soldats allemands survivant depuis des mois sur des rations minimales considéraient ces repas d'urgence comme des festins. Les registres militaires indiquent que, dans les camps de transit nord-africains, l'armée américaine servait des crêpes au sirop, des œufs frais, du lait, des aliments absents des rations allemandes depuis des années. Le nourrissage systématique de l'ennemi avec une nourriture supérieure commença aussitôt, mais son impact psychologique ne serait compris que plus tard. Un officier allemand déclara plus tard à la Croix-Rouge internationale « Nous nous attendions à être affamés. Au lieu de cela, les Américains nous ont mieux nourris que notre propre armée. Cette confusion sur les ressources américaines fut notre première leçon. » Les Liberty Ships transportant les prisonniers à travers l'Atlantique en été 1943 devinrent des classes intensives d'abondance américaine. Ces navires, produits en série à un rythme sans précédent, un achevé toutes les 42 heures à pic, emmenaient jusqu'à 30 000 prisonniers par mois vers les États-Unis. Les archives navales montrent que les rations des prisonniers à bord égalent ou dépassent celles de l'équipage, environ 3500 calories par jour, avec pain frais, viande, légumes, café sucré au lait. Les chambres froides, équipement standard sur les bateaux américains, conservaient la nourriture fraîche durant la traversée de 15 jours. Plus remarquable, des comptes rendus attestent que de la glace fut servie à plusieurs reprises. Le journal de l'USS General M. B. Stewart mentionne, le 4 juillet 1943, avoir servi de la glace aux prisonniers avec la sorbetière de bord, 10 gallons par fournée. Pour des hommes qui n'avaient d'un plus vu de glace depuis l'avant-guerre, ce dessert surgelé au milieu de l'océan défiait la compréhension. À l'arrivée à Norfolk ou Newport News, les Allemands découvrirent une Amérique que la propagande nazie avait déclarée impossible. La base navale de Norfolk, 4300 acres avec quais et entrepôts étendus, traitait chaque jour plus de fret que les grands ports allemands n'en géraient en une semaine. Dans les postes exchange réservés aux dockers, les prisonniers virent des rayons garnis de bars Hershey, Mars, Nestlé, vendus 500 comme dans n'importe quel drugstore du pays. Les registres d'approvisionnement militaire de 1943 montrent que ces magasins stockaient des dizaines de variétés de bonbons, au prix standard de 500 la barre, le même tarif pratiqué partout aux États-Unis. Le voyage vers l'intérieur par train acheva l'instruction. Au lieu de wagons à bestiaux, les prisonniers voyageaient en voiture Pullman. Les wagons-restaurants servaient à des repas complets. Poulet frit, légumes, tartes, café. Ce n'était pas un traitement spécial, mais le service ferroviaire américain standard.
Des menus documentés de juillet 1943 listent ces plats, preuve que l'on ne faisait aucune exception. Le système de camps construit à travers le pays dépassait les exigences de la Convention de Genève. Camp Crossville, type des grands centres, lumière électrique, eau chaude, WC à chasse, baraques chauffées. Mais ce furent les PX, Posts Exchange, qui frappèrent le plus. Les registres du Quartermaster montrent Coca-Cola, Pepsi, Dr Pepper, RC Cola, dizaines de barres chocolatées et confiseries, glaces quand la réfrigération le permettait, cigarettes, fruits frais, bière à 3% d'alcool. Les prisonniers gagnaient 80 cents par jour de travail, bientôt $1. Une barre à 500, un coca à 500. Une journée permettait d'acheter 16 friandises impensables en Allemagne, où pareils produits, quand on les trouvait, exigeaient des relations spéciales et des prix prohibitifs. Coca-Cola devint le symbole de la démocratie industrielle. L'entreprise produisit 5 milliards de bouteilles en 1943 seulement. Le contrat militaire garantissait le soda à 500 pour tout soldat américain dans le monde, exigeant une logistique sans précédent. Usine de concentré à Atlanta, centrale de conditionnement dans chaque État, camions, trains, barges pour atteindre jusqu'au plus petit camp perdu au milieu du Tennessee. Les prisonniers découvrirent que cette boisson, inconnue pour la plupart avant la capture, était partout. Distributeurs dans les corridors, glacières à chaque carrefour, stations-service, usines, écoles. Des Américains de toutes classes la buvaient à demi, jetèrent la bouteille inachevée sans un regard. L'uniformité du goût, identique du Maine au Texas, stupéfiait les techniciens. Un contrôle qualité au-dessus de tout ce que l'industrie allemande avait jamais atteint, même en temps de paix. Le sirop concentré fabriqué à Atlanta puis distribué à des usines de remplissage national incarnait une coordination industrielle qui ruinait le mythe du chaos américain prôné par Goebbels. Les archives Coca-Cola attestent que la plupart des camps recevaient 200 à 300 caisses par semaine, 24 bouteilles chacune. Camp Hearn, Texas, consomma environ 7000 bouteilles hebdomadaires l'été 1943, chiffre confirmé par les fiches de livraison. La glace dans les camps paraissait impossible à des Allemands qui n'en avaient plus vu depuis l'avant-guerre. Pourtant, les registres de l'armée confirment, glace servit régulièrement l'été dans les camps équipés de réfrigération. L'état-major la jugeait essentielle au moral. Des navires sorbetières furent à même construits spécifiquement pour la flotte du Pacifique, tant le dessert glacé faisait partie du paysage mental américain. À Camp Shelby, Mississippi, le 4 juillet 1943, on organisa une fabrication sur place. Les prisonniers regardaient, médusés, les sorbetières manuelles tourner, produire des gallons entiers à l'aide de glace pilée, de sel, de crème, de sucre, d'essence de vanille ou de cacao. L'usage dégagé de ressources rares, glace en plein mois de juillet, crème, sucre pour un simple divertissement alimentaire, démontrait des priorités culturelles que les Allemands ne parvenaient pas à fathom. Dès 1944, beaucoup de camps possédèrent des sorbetières électriques. Les parfums disponibles, chocolat, vanille, fraises, butter pecan, dépassaient l'offre des glaciers allemands d'avant-guerre. On pouvait acheter des barres glacées, 10 cents, des sandwichs glacés au même prix, ou des coupes de diverses saveurs. Les registres d'approvisionnement montrent que les plus grands camps commandaient 50 à 100 gallons de glace par semaine durant les mois chauds. La fréquence variait selon la localisation et la saison, mais les prisonniers goûtaient régulièrement ce luxe surgelé qui avait disparu de la vie allemande depuis 1940. La consommation de sucre dans les camps américains frappait particulièrement. En Allemagne, le sucre était strictement rationné. Civils recevaient 280 grammes par mois quand il y en avait. Dans les camps, le sucre se trouvait en bol sans fond sur les tables du mess, usage illimité. Les registres du Quartermaster montrent des sacs de 100 livres livrés chaque semaine. Les boulangeries de camp utilisaient le sucre sans compter. Gâteaux, biscuits, tartes, café, céréales, desserts sans restriction. Un incident documenté à Camp Aliceville, Alabama, en août 1943, illustre le contraste. Plusieurs centaines de livres de sucre durci furent jugés trop difficiles à utiliser. Plutôt que de les faire fondre à la vapeur comme l'auraient fait les Allemands, le personnel de cuisine les jeta et commanda des sacs neufs. Des prisonniers allemands affectés aux cuisines furent rapportés bouleversés par ce gaspillage. Les habitudes américaines de consommation de chocolat révélaient l'abondance démocratique. Les grands fabricants Hershey, Mars, Nestlé produisaient des millions de barres par mois malgré les restrictions de guerre.
L'armée américaine acheta seule 380 millions de livres de produits chocolatés durant les années de guerre. Les PX des camps stockaient plusieurs variétés, barres Hershey Standard, barres de rationnement d'urgence, barres diverses contenant du chocolat, toutes disponibles 5 à 10 cents. Les prisonniers découvrirent que les Américains avaient des préférences entre marques, choisissaient l'une plutôt que l'autre avec des involtures. Les colis mensuels de la Croix-Rouge distribués aux prisonniers incluaient des barres chocolatées parmi d'autres articles. Les registres de l'American Red Cross indiquent que le colis standard contenait 2 barres de chocolat ou de bonbons, 2 paquets de café soluble, fromage fondu, crackers, viande en boîte, cigarettes, savon. Ces colis complétaient les rations ordinaires, fournissant des articles de luxe qui dépassaient les rations de base allemandes. Thanksgiving 1943 introduisit les prisonniers allemands à l'abondance du festin national américain. Cette célébration purement américaine démontrait une coordination nationale de consommation qui éclipsait les efforts organisationnels allemands. Les registres de l'armée confirment que tous les camps servirent le dîner traditionnel. Dinde rôtie farcie, purée de pommes de terre et sauce, patates douces, sauce au canneberge, légumes, tarte à la citrouille, café et lait. La logistique exigeait fournir ce repas à 425 000 prisonniers et à des millions de soldats américains dans le monde, mettant en scène une capacité organisationnelle stupéfiante. Le fait que prisonniers et soldats reçoivent le même plat soulignait une égalité de traitement qui contredisait la hiérarchie raciale nazie. Noël 1943 apporta une générosité inattendue de la part des civils américains. Des groupes religieux, des organisations civiques et des particuliers envoyèrent des colis aux prisonniers allemands. Le American Friends Service Committee distribua seul 50 000 colis de Noël à des prisonniers ennemis. Ces colis contenaient typiquement des biscuits maison, des bonbons, des articles de toilette, des jeux et des livres, des cigarettes, du papier à lettres. Les communautés proches des camps apportèrent souvent un soutien supplémentaire. À Tonkawa, Oklahoma, des habitants apportèrent des friandises maison aux prisonniers allemands de camp Tonkawa. À Hearne, Texas, des groupes religieux apportèrent des biscuits et des bonbons à Camp Hearne. Cette gentillesse civile envers l'ennemi minait fondamentalement l'idéologie nazie. Des Américains dont les proches combattaient l'Allemagne montraient tout de même de la charité aux prisonniers, démontrant la force par la clémence plutôt que par la vengeance. Alors que la pénurie de main-d'œuvre s'intensifiait, les prisonniers allemands travaillaient de plus en plus à l'extérieur des camps, témoignant de la production alimentaire américaine de première main. Dès 1944, environ 100 000 prisonniers travaillaient dans l'agriculture et la transformation alimentaire, acquérant une connaissance intime de l'abondance américaine. Dans les vergers du Michigan, les prisonniers cueillaient des cerises destinées à la production de marasquin, ces garnitures rouges qui ornaient les sundaes glacés. Le volume les étourdissait, des vergers isolés produisant des tonnes de fruits destinés à un simple rôle décoratif. Dans les conserveries, les prisonniers observaient un contrôle qualité, rejetant des aliments parfaitement comestibles pour de minimes imperfections. Les registres Del Monte de 1944 montrent qu'environ 15% des fruits étaient rejetés pour la mise en boîte en raison d'irrégularités de taille ou de légères taches détournées vers l'alimentation animale. La transformation de betteraves sucrières dans le Colorado et le Nebraska révéla une mécanisation agricole dépassant les réalisations allemandes. Des fermes isolées produisaient plus de betteraves que des régions entières d'Allemagne. Les prisonniers apprirent que la production américaine de sucre, à la fois de canne et de betterave, atteignait environ 7 millions de tonnes par an, expliquant l'abondance dégagée qu'ils observaient. Des prisonniers travaillant près des écoles assistèrent aux versions précoces des programmes organisés de déjeuners scolaires. Des enfants recevaient des déjeuners chauds, incluant du lait, des protéines et des légumes. Le National School Lunch Act formaliserait cela en 1946, mais des programmes précurseurs fonctionnaient déjà durant la guerre. Le programme du lait impressionnait particulièrement les observateurs allemands. De nombreuses écoles fournissaient du lait frais quotidiennement aux enfants. La logistique de livraison quotidienne à des milliers d'établissements démontrait une capacité organisationnelle que l'Allemagne ne parvenait pas à atteindre pour ses propres approvisionnements militaires. Certaines cantines scolaires offraient même de la glace à l'achat. Le concept d'enfants achetant des desserts surgelés à l'école pendant que des enfants allemands souffraient la pénurie créait un impact profond parmi les prisonniers observateurs. Quand des prisonniers de sécurité minimale mangeaient dans des dîners américains sous escorte, ils rencontraient l'abondance démocratique.
Ces petits restaurants proposaient des menus qui eussent honoré les établissements allemands élitaires, disponibles pour quiconque possédait des moyens modestes. Des prix documentés de 1944 montres, hamburger 250, Coca-Cola 500, part de tarte 15 cents, sundae glacé 250, plat du jour 65 à 75 cents. L'égalité du service, n'importe qui pouvait commander n'importe quoi, contredisait la stratification sociale allemande. Un ouvrier d'usine et un président de banque mangèrent des repas identiques sur des tabourets adjacents, servis par la même serveuse, au même prix. Lorsque les prisonniers eurent accès aux publications américaines, ils découvrirent des statistiques de production qui éclipsaient les efforts allemands. Chiffres américains de 1944, publiés ouvertement. Sucre environ 7 millions de tonnes, chocolat et produits du cacao 380 millions de livres, armés seulement. Coca-Cola 5 milliards de bouteilles, chiffre 1943, glace plus de 500 millions de gallons, lait 119 milliards de litres. Production allemande, même période, sucre fortement rationné, principalement betterave, chocolat priorité militaire seulement, soda production minimale, glace pratiquement inexistante, lait sévèrement rationné. Ces chiffres, imprimés dans la presse américaine, démontraient que la production américaine de guerre dépassait les pics allemands de temps de paix. Dès fin 1944, des prisonniers allemands en Amérique expédiaient des colis alimentaires en Allemagne plutôt que d'en recevoir. Utilisant leur salaire de camp, ils achetaient des produits américains à envoyer, barres de chocolat, café instantané, conserves. Les registres de la Croix-Rouge internationale confirment cette inversion. Les prisonniers allemands en Amérique envoyèrent environ 11 millions de colis en Allemagne durant leur captivité, la plupart contenant des denrées alimentaires. L'impact sur des familles allemandes recevant l'abondance américaine de la part d'un fils emprisonné pendant qu'elles affrontaient la famine en liberté minait profondément l'idéologie nazie. Le rationnement américain mis en œuvre durant la guerre révéla le gouffre entre les sociétés. Les Américains se plaignaient du rationnement de sucre à 2 livres par personne par mois, plus du triple de l'allocation allemande quand disponible. Le rationnement américain de viande à 28 onces hebdomadaires par personne dépassait ce que les Allemands recevaient par mois. Même rationnés, les Américains maintenaient des niveaux de consommation que les Allemands considéraient comme un luxe impossible. Les registres de l'Office of Price Administration montrent que les Américains achetèrent 74 livres de sucre par habitant en 1944 malgré le rationnement, 10 fois la consommation allemande. Au-delà de Coca-Cola, les prisonniers découvrirent l'industrie américaine des sodas. Pepsi Cola, Dr Pepper, RC Cola, Orange Crush et des marques régionales, toutes en compétition à l'échelle nationale. La simple variété de multiples entreprises produisant des produits similaires démontrait une abondance de marché impossible sous une économie contrôlée allemande. Des usines de conditionnement fonctionnaient dans chaque grande ville. La technologie, carbonatation, remplissage, capsulage, étiquetage, était standardisée et efficace. Une usine isolée produisait des millions de bouteilles par an. Le réseau de distribution atteignait chaque petite ville, chaque station-service, chaque épicerie. La production américaine de soda atteignait des milliards de bouteilles annuellement à la fin de la guerre, des dizaines de bouteilles par citoyen américain chaque année. La seule production de cette industrie dépassait des secteurs entiers de la production allemande de biens de consommation. Printemps 1945. Les actualités filmées montrèrent des GI distribuant du chocolat et du chewing-gum à des enfants allemands hilars. La joie de ces enfants recevant des bonbons que leur propre gouvernement ne pouvait fournir acheva la démolition idéologique. Le contraste était saisissant. Des soldats américains avançant dans le territoire ennemi transportaient assez de bonbons pour en faire cadeau, tandis que l'État allemand promettant la victoire ne livrait que la famine. Des films montraient des troupes américaines partageant leurs rations avec des survivants squelettiques des camps de concentration, démontrant l'humanité envers les victimes du régime que les soldats allemands avaient servi. Entre 1945 et 1946, les prisonniers allemands regagnèrent une patrie détruite. Beaucoup avaient pris du poids durant leur captivité américaine, tandis que leurs familles avaient maigri sous la famine vécue en liberté. Ils rapportèrent la connaissance de l'abondance dans un pays de pénurie absolue. Des examens médicaux montraient que les prisonniers regagnaient généralement la santé meilleure qu'au moment de leur capture. Ils revenaient vers des familles affaiblies par la privation. Cette preuve physique de la pléthore américaine face à la détresse allemande était irréfutable.
Beaucoup rapportèrent les derniers colis de la Croix-Rouge, chocolat, café, conserves qui devenaient des trésors familiaux. Des enfants qui avaient oublié le goût du chocolat recevaient des barres Hershey de pères qui avaient mangé de la glace régulièrement dans les camps de prisonniers. D'anciens prisonniers devinrent des avocats inattendus du plan Marshall. Ils avaient témoigné de l'abondance américaine qui n'était pas à somme nulle, d'une prospérité créée par la production plutôt que par la conquête. Leur témoignage, que les Américains pouvaient se permettre de reconstruire leurs ennemis, influença l'acceptation allemande de l'aide américaine. Ces hommes comprenaient que la puissance américaine provenait de la capacité productive, non de l'extraction. Ils avaient vu une société assez riche pour gaspiller de la nourriture tout en menant une guerre mondiale. Ce modèle mental, création plutôt que conquête, façonna l'approche économique de l'Allemagne de l'Ouest. Le miracle économique allemand des années 1950 fut partiellement bâti sur les leçons apprises dans les camps de prisonniers américains. Des anciens prisonniers qui avaient observé les méthodes de production américaines, les systèmes de distribution, l'abondance du consommateur, appliquaient ces leçons à la reconstruction allemande. Ils avaient appris que la production de masse pouvait rendre les luxes abordables, que la standardisation permettait qualité et efficacité, que l'abondance du consommateur créait la stabilité politique, que la démocratie industrielle pouvant produire plus que le contrôle autoritaire. Ces leçons apprises à travers Coca-Cola et la glace façonnèrent une génération de dirigeants allemands des affaires et de la politique. La transformation des prisonniers allemands par l'abondance alimentaire américaine est documentée dans Registre du Quartermaster militaire, Rapport de la Croix-Rouge internationale, Registre de production d'entreprises, notamment les archives Coca-Cola, Correspondance de prisonniers, censurées mais conservées, Interviews et mémoires d'après-guerre, études universitaires, en particulier les recherches exhaustives d'Arnold Kramer. Arnold Kramer, historien principal des prisonniers allemands en Amérique, conclut que l'abondance alimentaire fut centrale à la transformation idéologique. Ces recherches confirmèrent que l'abondance américaine décontractée accomplit ce que les programmes formels de rééducation ne pouvaient achever, la démolition complète des mythes de supériorité nazie. Le résumé statistique, les chiffres, racontent une histoire irréfutable. Consommation moyenne des prisonniers, 1943 à 1946. Calories quotidiennes, 3300 à 3600. Sucre 4 livres par mois disponible. Viande 32 onces par semaine. Lait 1/4 par jour disponible. Glace servie régulièrement l'été. Soda illimité à 500 chacun. Ration civile allemande, même période. Calories quotidiennes, 1200 à 1500. Sucre 280 grammes par mois quand disponible. Viande 10,5 onces par semaine, souvent indisponible. Lait sévèrement rationné. Glace inexistante. Soda, aucun disponible. Ces disparités n'étaient pas de la propagande, mais la réalité documentée. Des prisonniers ennemis mangeaient mieux que des civils allemands libres, prouvant que l'abondance américaine s'étendait même aux vaincus. L'expérience du prisonnier avec la culture alimentaire américaine influença profondément l'Allemagne d'après-guerre. Coca-Cola revint en Allemagne de l'Ouest en 1949, devenant symbole de l'alliance américaine. Des glaciers soda, copiant les fontaines américaines, apparurent dans les villes allemandes. Barres chocolatées et chewing-gum devinrent symboles de la récupération. D'anciens prisonniers devinrent souvent importateurs de produits alimentaires américains, comprenant leur attrait par expérience personnelle. Ils savaient que ces produits représentaient de plus que le goût. Ils symbolisaient l'abondance, la démocratie, la modernité. L'introduction des supermarchés en Allemagne dans les années 1950 fut soutenue par d'anciens prisonniers qui avaient vu les épiceries américaines. Ils comprenaient que l'abondance démocratique exigeait de nouvelles méthodes de distribution, pas seulement d'augmentation de la production. Dans diverses interviews et mémoires d'après-guerre, les anciens prisonniers allemands identifièrent constamment l'abondance alimentaire comme transformative. Un officier du corps Afrika Korps déclara en interview de 1975 « Nous nous attendions à vaincre une Amérique faible et divisée. Au lieu de cela, nous avons trouvé une nation capable d'offrir de la glace à ses ennemis. C'est alors que nous avons su que nous avions perdu plus qu'une guerre. Nous avions perdu notre vision du monde entier. » Un autre vétéran, interviewé pour un documentaire en 1985, se souvint. « Mon premier Coca-Cola fut comme boire l'avenir. C'était sucré, pétillant, complètement inutile et disponible pour n'importe qui pour un nickel.
Cette boisson contenait tout ce que l'Allemagne nazie n'était pas: abondante, démocratique, joyeuse. Ces témoignages recueillis sur des décennies confirment que l'abondance alimentaire américaine acheva ce que la défaite militaire seule ne pouvait: une transformation idéologique complète. Les hommes arrivés en guerriers nazis repartaient comme témoins de la prospérité démocratique. Les historiens reconnaissent l'expérience du prisonnier allemand en Amérique comme une rééducation remarquablement réussie par l'abondance plutôt que par la propagande. Le programme réussit parce qu'il reposait sur l'observation plutôt que sur l'instruction. Les prisonniers voyaient la société américaine fonctionner à productivité maximale tout en traitant l'ennemi avec dignité. L'aspect alimentaire était crucial car universel. Tout le monde comprend la faim et la satiété. Les gains de poids et l'amélioration de santé étaient visibles, indéniables. 3 repas complets chaque jour plus achats aux cantines. Les prisonniers connaissaient intimement la privation allemande. Chaque repas devenait une leçon de capacité industrielle américaine. Chaque Coca-Cola démontrait standardisation et distribution. Chaque sundae glacé montrait que l'abondance pouvait être démocratique. Les enfants des prisonniers de guerre grandirent en entendant des histoires sur l'abondance américaine dans les camps. Ces récits, semblant d'abord fantastiques, furent validés alors que l'Allemagne de l'Ouest se rétablissait et que les produits américains devenaient disponibles. La mythologie de la pléthore américaine, née dans les camps de prisonniers, façonna des générations de relations germano-américaines. Beaucoup d'enfants de prisonniers étudièrent ou travaillèrent plus tard en Amérique, attirés par les récits de leurs pères sur l'abondance impossible. Ils trouvèrent que la réalité correspondait aux contes. Supermarchés remplis de variétés, fontaines à soda servant des sundaes, allées de bonbons offrant des dizaines de choix. Cet impact multigénérationnel dépassa les individus. La culture d'affaires allemande de l'Ouest absorba des leçons sur l'abondance du consommateur, la standardisation qualité, les marchés démocratiques. Le miracle économique ne fut pas seulement production, mais création d'abondance pour les citoyens ordinaires. Aujourd'hui, McDonald's exploite plus de 1400 restaurants en Allemagne. Coca-Cola est omniprésent. La glace est ordinaire. La transformation de la pénurie à l'abondance, amorcée dans les camps de prisonniers américains, est complète. Pourtant, la leçon historique demeure puissante. Transformation idéologique par l'abondance plutôt que la privation. Gentillesse plutôt que cruauté. Démonstration plutôt que propagande. Les prisonniers allemands qui ne pouvaient croire à la glace et au Coca-Cola dans les camps américains avaient témoigné de l'arme ultime de la démocratie. La capacité de créer une telle abondance qu'elle pouvait être partagée décontractément avec l'ennemi. L'histoire des prisonniers allemands et de l'abondance alimentaire américaine représente la victoire la plus inhabituelle de l'histoire. Une guerre gagnée par la générosité, une idéologie vaincue par la glace, une vision du monde brisée par des sodas. Ces hommes furent transformés non par la punition, mais par la pléthore. Ils arrivaient croyant à la supériorité allemande et à la faiblesse américaine. Ils repartaient, comprenant que la force américaine provenait d'une capacité productive si vaste qu'elle pouvait gaspiller des ressources, sans souci. La société capable d'offrir du Coca-Cola à 500 à ses prisonniers possédait un pouvoir au-delà de la simple puissance militaire. Le sundae glacé, avec ses couches d'excès, glace, sirop, crème fouettée, noix, cerises, devint une métaphore de l'abondance américaine. Chaque composante seule dépassait les rêves allemands. Combinée, elle représentait un luxe impossible rendu banal. Que l'ennemi puisse commander des secondes pendant que des enfants allemands affamaient révélait la totalité de l'échec nazi. D'anciens prisonniers se souviennent souvent de moments spécifiques de révélation. La première pétillante d'un coca, la première cuillère de glace, la première bouchée d'une barre Hershey. Ces souvenirs sensoriels portaient plus de pouvoir que n'importe quel argument. Ils avaient goûté à la démocratie. Elle était sucrée. La transformation était complète et irréversible. Des hommes qui avaient marché pour le Troisième Reich revinrent comme apôtres de l'abondance, portant le message révolutionnaire que la prospérité provenait de la liberté, non de la conquête. Ils avaient appris que l'arme secrète de l'Amérique n'était pas la puissance militaire, mais la capacité d'offrir de la glace à l'ennemi. En fin de compte, les bouteilles de Coca-Cola et les coupes de glace servies dans les camps de prisonniers américains accomplirent ce que les armées ne pouvaient qu'essayer. La transformation complète des cœurs et des esprits ennemis. Les prisonniers allemands qui ne pouvaient croire qu'une telle abondance existait devinrent ses plus grands témoins, rapportant chez eux la vérité que la démocratie avait le goût du chocolat et que la liberté pétillait comme la carbonatation.
Leur histoire nous rappelle que parfois, les plus grandes victoires ne sont pas remportées par la destruction, mais par la démonstration, non en prenant, mais en donnant, non par la haine, mais par le simple acte de servir un sundae glacé à l'ennemi par une chaude journée d'été. Les hommes qui avaient expérimenté l'abondance américaine comme prisonniers devinrent les ambassadeurs les plus improbables de la liberté, transformés pour toujours par la réalité impossible du Coca-Cola et de la glace dans les camps de prisonniers américains.